il disait. Alors il y a peut-être un autre moyen. Quelqu'un autour de cette table sait-il ce que sont les B-61-12 ? Oui, c'est la bombe nucléaire américaine. Il est incollable. Ce sont effectivement les nouvelles bombes thermonucléaires. C'est une vieille bombe, mais qui a été rétrofitée, qui a été modernisée. Effectivement. Voilà. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que ces bombes auraient été acheminées du Nouveau-Mexique vers Lakenheath, c'est en Grande-Bretagne. Alors, c'est ce qu'affirme Bloomberg. On savait déjà que le processus était en cours, mais on ne savait pas si les bombes avaient été acheminées ou pas. Ce serait la première fois que ce genre de transport a lieu depuis 2008. C'est la première fois que le nombre d'armes nucléaires tactiques américaines augmente aussi en Europe. Sergueï Girnov, pourquoi transporter ces bombes ? On apprend aussi que les transpondeurs de vol ont été laissés allumés. Alors ça, c'est un appareil qui permet de suivre les avions. Je simplifie un peu. Quel message à qui ? Le message, c'est de dire, écoutez, voyons, on a le nucléaire, on n'en parle pas. On n'en parle pas comme de l'autre côté. Officielle. En revanche, on laisse des signes, on laisse des indices, comme des scouts dans la forêt, pour montrer qu'il se passe quelque chose. Alors, il n'y a quand même rien de nouveau. Les Anglais portent la B-61 depuis toujours. Mais si je comprends bien, c'est le dernier modèle, ce dernier modèle. Donc, en fait, il y a une modernisation de la B-61. Et donc, là, on la livre ostensiblement. Et ce qu'il faut voir, c'est effectivement s'il y a une augmentation des vecteurs. Alors, on va rester avec vous quelques instants, Général, si vous le voulez bien, parce qu'on a besoin de comprendre. Alors, je vais vous demander de faire court, parce que j'ai beaucoup de questions. D'abord, à quoi peuvent servir ces armes ? C'est des armes un petit peu du dernier avertissement, si vous voulez. C'est des armes, par exemple, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on sait qu'un SNLE, c'est 1000 fois Hiroshima. C'est évidemment pas la réponse dès qu'il se passe quelque chose. Mais ça, c'est 50 kilotonnes maximum. Voilà. Ça fait quoi, c'est 15 kilotonnes, c'est Hiroshima. Vous voyez, donc c'est 5 fois Hiroshima. Oui. Voilà. Et donc, ce sont des bombes qui ont une vocation de dernier avertissement et un peu tactique. Ça veut dire que si demain, Vladimir Poutine balance une bombe tactique sur le territoire ukrainien, eh bien, on pourrait éventuellement répondre avec une bombe tactique de l'OTAN. Alors, j'allais vous demamer dans quel cadre on utilise ces bombes. Vous avez répondu. On les utilise comment ? C'est des vecteurs aériens. C'est des bombes à gravité. Dans un avion, sur un avion. Voilà, c'est ça. Oui, c'est de conception relativement ancienne. Et donc, elles ont été modernisées. J'imagine qu'elles doivent être un peu guidées comme les bombes planantes qui vont à des dizaines de kilomètres. Elles planent et puis elles vont. Voilà, c'est ça. Mais c'est évidemment pas le vecteur préféré. C'est un avertissement. C'est pas ça qui décidera de la guerre. C'est pour montrer qu'on est capable d'établir la parité s'il se passe quelque chose côté russe. Elles auraient été transportées en Grande-Bretagne. Qui les utilise ? Les Américains ou les Britanniques ? Les bombes, qui les utilise ? Elles ont été transportées en Grande-Bretagne. Oui, si elles devaient être utilisées. Ce sont les Britanniques, mais sous un contrôle américain, évidemment. Voilà. Alors, à la différence des missiles. Les missiles, il n'y a que le lanceur qui est américain et la tête nucléaire est entièrement anglaise. En revanche, les bombes n'appartiennent pas aux Anglaises, elles appartiennent aux Américains. Donc, en fait, ils ne peuvent pas les tirer, sauf si les Américains le veulent bien, ou bien s'il y a une décision unanime de l'OTAN. Parce que normalement, ce sont des bombes de l'OTAN. Sergueï a rappelé le nombre de pays qui participent au transport de cette bombe. Apparemment, les Américains même ont livré les avions qui sont les porteurs de ces bombes, parce que apparemment les Britanniques n'en avaient plus. Vous savez, dans la triade anglaise, il n'y en avait pas l'aviation qui tirait le nucléaire. Donc il a fallu aussi livrer quelques avions avec. Et construire justement les endroits sécurisés pour les stocker. Et c'est là aussi, il y a des traces dans les documents budgétaires américains. Donc, c'est les Américains. Non, mais c'est une grosse opération dont on parle. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne transporte pas une bombinette des États-Unis. C'est toute une logistique, bien évidemment. Déjà, en fait, nous, ce qu'on voit actuellement, c'est la dernière étape. On ne sait pas du tout à quel moment ça a été lancé, parce que ça demande une préparation, ça demande aussi la participation anglaise. C'est surtout une réponse des Américains aux multiples menaces de la Fédération de Russie, que ce soit par la télévision de propagande du régime du Kremlin, ou que ce soit par des officiels russes eux-mêmes, ou par d'anciens officiels comme Medvedev, qui menacent régulièrement les capitales européennes du feu nucléaire. C'est une réponse aussi aux menaces présentées par la Fédération de Russie avec leur nouveau missile, entre guillemets, Oreshnik. Si effectivement cette opération a réellement eu lieu, effectivement c'est un signe de réassurance des États-Unis vis-à-vis de leurs partenaires de l'OTAN
et des Européens. Et donc effectivement, Donald Trump et son administration sont assez difficiles à lire pour les Européens. Et là, dans la dynamique qu'on peut lire à peu près depuis le sommet de l'OTAN, c'est qu'effectivement, donner des victoires politiques ou d'image ou de communication à Donald Trump, derrière, les Européens récoltent aussi des réassurances du partenaire, entre guillemets, américain. Bonsoir Étienne Marcus, merci d'être avec nous, spécialiste en armement stratégique, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Un autre chercheur interrogé sur ces transferts d'armement entre les États-Unis et la Grande-Bretagne disait « c'est un signe avant-coureur du renforcement de la posture de dissuasion de l'OTAN ». Est-ce que vous pouvez nous traduire tout cela ? Alors en fait, ces armes, bon déjà le Royaume-Uni n'en disposait plus depuis un certain nombre d'années. Le Royaume-Uni ne dispose que d'une composante océanique. Ils ont abandonné leur composante aéroportée, donc ce qui est des armes nucléaires sur les avions à la fin des années 90. Là, l'idée, c'est donc pour les États-Unis de déployer ces armes sur le sol britannique, déployés sur des avions très probablement américains, mais il faut savoir aussi que le Royaume-Uni va lui-même se doter d'avions qui seront capables de mettre en œuvre ces armes à l'avenir. Là, le programme en fait B-61, donc effectivement, ce sont des vieilles bombes qui sont très différentes par exemple de ce qu'on a en France, puisque nous on a des missiles qui sont supersoniques. Là, c'est avant tout un programme de réassurance pour montrer aux adversaires de l'Europe et de l'OTAN que les États-Unis sont prêts à défendre leurs alliés européens. C'est donc avant tout un facteur donc là encore de réassurance. Ce que veut faire Donald Trump, l'administration Trump, c'est focaliser le soutien américain à l'Europe dans le domaine nucléaire et laisser aux alliés européens la charge du conventionnel. C'est pour ça qu'ils ont annoncé qu'ils allaient réduire leur participation aux opérations conventionnelles de l'OTAN, mais on voit qu'en parallèle, ils augmentent leur posture nucléaire. Donc voilà, aux États-Unis, le nucléaire, à l'Europe, le conventionnel. Et c'est pour ça que ensuite, la position de la France, qui propose également de contribuer à la sécurité européenne via sa dissuasion, devrait s'inscrire dans une démarche assez similaire de « à nous le nucléaire », aux alliés européens le conventionnel. Très intéressant. À cette réponse de Peskov, c'est Lindsey Graham qui aujourd'hui se charge de répondre, enfin aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais ces derniers jours. C'est un sénateur américain, républicain, proche de Trump. Russie, vous avez raison concernant les sanctions, vous avez su les éviter et vous avez appris à vivre avec. Mais regardez ce qu'il dit apparemment, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le président Trump change la donne et qu'il va imposer des tarifs douaniers aux pays qui achètent votre pétrole et votre gaz, soutenant ainsi votre machine de guerre. Alors, on comprend le mécanisme. L'idée, c'est que la Russie vend du pétrole, notamment à la Chine, notamment à l'Inde, qui le raffine avant de le revendre à d'autres pays. L'Inde, à l'Europe surtout. Et à l'Europe, pardon. Oui, notamment. Vous avez raison de le dire. Il faut le dire. L'Inde ne produit pas de pétrole, mais voilà, les flux pétroliers venant d'Inde n'ont jamais été aussi importants. C'est donc essentiellement du pétrole qui vient de Russie. Ça, cette idée de sanctions secondaires, on en parle beaucoup depuis une semaine. Est-ce que Donald Trump a les moyens de les appliquer d'abord? Et si c'est le cas, est-ce qu'elles peuvent être efficaces? Alors, juste un mot sur Lindsey Graham, c'est aussi lui le sénateur, enfin un des deux sénateurs qui a sponsorisé ce projet de loi sur les sanctions. Voilà, sur les sanctions. C'est quand même quelqu'un qui est à la fois plutôt proche de Trump, mais qui a du poids au Sénat et qui est encore capable de... Caroline du Sud, je crois. Caroline du Sud, voilà. Effectivement. Qui a encore le poids pour négocier avec les démocrates. Enfin, il est encore un peu old style, enfin, un peu à l'ancienne, donc il peut parler. Je crois qu'il en a 82 sénateurs sur le projet de loi. Donc il a quand même, en tout cas au Sénat, le soutien pour ça. Ça peut passer. Ça peut passer au Sénat. Maintenant, c'est la question de la Chambre basse. Je pense que si Trump veut, oui, il a les moyens. Il aura le soutien. La Chambre basse et surtout le leadership, enfin le dirigeant Mike Johnson suivra ce que le président lui dit de faire. Et tout simplement, s'il veut, il peut. Alors, sur un plan politique, il peut. Admettons que ce soit le cas. 9 jours, ce sera le 8 août, si je ne me trompe pas. Si ça passe, comment
on fait, pardonnez-moi d'être vraiment basique, mais on prend son téléphone, on appelle les Chinois et les Indiens en leur disant « Salut, on va vous taxer 100% de droits de douane sur tout ce qui est, par exemple, énergie et pétrole. OK ?» Et sur l'Inde, il faudrait peut-être les appeler maintenant parce que Trump a déjà commencé. Il l'a annoncé sur Truth Social il y a quelques heures. Il a appliqué des droits de douane à l'Inde et sa justification est en partie que l'Inde est cliente des exportations d'hydrocarbures de la Fédération de Russie. Donc il a commencé, mais ce n'est pas 100%, et ce ne sont ni les 500% que proposait Lindsey Graham. Il y a quelque chose aussi d'assez intéressant et d'assez troublant dans ce que dit Donald Trump. Il dit qu'il est assez déçu parce que Poutine ne répond pas aux mains tendues de Donald Trump. Excusez-moi, Vladimir Poutine répond. Il répond à Donald Trump, mais pas verbalement. Il répond avec des drones et des missiles qui s'abattent quotidiennement sur des infrastructures civiles et des maternités et des maisons de retraite et des prisons sur le sol ukrainien. C'est ça la réponse de Vladimir Poutine à Donald Trump, et c'est ce qui, d'ailleurs, horripile le président américain, sa femme et une grande partie de l'opinion publique américaine. Donc, lorsqu'il dit que le président Poutine ne lui répond pas, c'est faux. Et il est beaucoup plus lucide quand il dit, en vérité, depuis le 20 janvier, Vladimir Poutine me balade.